Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis de retour avec Karine Merle, naturopathe spécialisée dans la santé de la femme, la périnatalité et les enfants. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder le sujet du cancer du sein qui représente 33% des cancers féminins. Hello Karine, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Donc c'est le deuxième épisode qu'on va tourner ensemble sur la thématique du cancer du sein. Donc tu es naturopathe, spécialisée dans la santé de la femme et de l'enfant jusqu'à l'adolescence, si je ne me trompe pas. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, encore une fois? Oui, avec grand plaisir. Bonjour Margot. Je suis ravie d'être de nouveau avec toi pour cette deuxième partie. Ça va être très chouette. Alors voilà, je suis naturopathe, effectivement, tu l'as bien dit, et je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants jusqu'aux adolescents, que j'adore. Je suis très friande de cette catégorie de personnes. Je m'occupe aussi beaucoup de la périnatalité des femmes enceintes, donc de la conception jusqu'au postpartum. Et puis aussi, je me suis spécialisée dans la médecine des femmes, du coup dans les pathologies un peu plus lourdes. Et notamment, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont un cancer du sein. Je leur apporte mon aide au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, et puis tout un tas de petits conseils d'hygiène de vie pour vivre au mieux, en fait, de l'annonce du cancer du sein jusqu'à la victoire sur le cancer du sein. Bien sûr. Et justement, on va parler du tout début. En fait, on me diagnostique un cancer du sein. Du coup, je viens te voir pour accompagner mon traitement, le traitement qu'on me propose. Du coup, tu proposes vraiment des accompagnements additionnels, on va dire, à la médecine. C'est ça, c'est ça, main dans la main. Ouais, main dans Ah, la main avec la médecine allopathique. Voilà. oui. Donc, quand on vient me voir, c'est pour trouver surtout des réponses au niveau de l'alimentation. Parce qu'en fait, grosso modo, les oncologues, c'est pas leur taf, ça. Et puis, ils vous disent, non, mais mangez ce que vous voulez, genre profitez de la vie. Eh bien, non, pas du tout. Vous mangez pas ce que vous voulez. Il y a des choses des aliments qu'on va vraiment éviter, des aliments qu'on va privilégier. Et ça, on va se baser vraiment sur votre métabolisme, sur vos forces, vos faiblesses. Mon travail de naturopathe, ça va être de faire un bilan de vitalité de la personne, voir vraiment ses forces et ses faiblesses donc de son organisme, et puis voir pour faire un plan d'action personnalisé. Hormis l'alimentation, qui est vraiment, vraiment la grosse partie de la première séance, quand je reçois un malade du cancer, quand je reçois une personne, parce qu'un malade du cancer, c'est encore une fois mettre une étiquette, et j'aime pas trop les étiquettes, tu le sais. Donc nous, ce qu'on va faire surtout dans notre rôle de naturopathe, c'est de venir en soutien des organes qui vont être extrêmement sollicités et malmenés par les chimiothérapies, radiothérapies ou hormonothérapies. Donc, on va venir expliquer, parce que le rôle du naturopathe, c'est quand même essentiellement ça, c'est expliquer, c'est éduquer à la santé. Donc, on va expliquer l'intérêt d'une barrière intestinale en bonne santé. On va expliquer l'intérêt de renforcer son foie, et on va expliquer l'intérêt de faire de même pour les reins, en fait. Voilà, c'est vraiment notre trio, en fait, pour un accompagnement réussi. Ça va être vraiment de faire tout ce qu'on peut pour chouchouter c'est pas un couple du coup, pour chouchouter ce trio intestin, foie, rein. Ce qu'on fait aussi vraiment presque systématiquement en consultation cancer du sein, c'est de gérer les émotions. Voilà. Parce que les émotions, elles passent vraiment de la sidération quand on annonce un cancer du sein. Et puis on passe par tout un tas d'échelles, tout un tas de montagnes russes, des émotions, jusqu'à ce que vraiment on arrive à la combativité. Puisque dans la majeure partie, j'ai presque envie de dire la
totalité des cas, c'est la combativité qui l'emporte et qui permet du coup de gagner cette lutte contre le cancer lorsqu'on diagnostique du coup un cancer du sein. Donc moi, mon rôle de naturopathe, c'est de donner des clés, en fait, de donner des clés pour que la personne qui me consulte soit autonome aussi. Je ne suis pas là je leur fais pas un abonnement, pas du tout. Je suis vraiment là pour leur donner des clés pour qu'ils soient autonomes avec leur santé, qu'ils puissent aller piocher ce dont ils ont besoin le moment voulu. Et puis évidemment, je suis là en renfort, ils le savent, ils me contactent par mail, par SMS, je suis toujours là pour répondre aux questions. Voilà. Ouais. Du coup, tu proposes vraiment un accompagnement donc, personnalisé, mais en même temps un suivi. Enfin, de toute façon, tu es très Oui, dans l'humain. oui. On se voit, du coup, ça se voit. Et comme dit, tu vas pas les lâcher dans la nature sans Non, forcément non plus surtout les pas. abonner à toi. Enfin, tu veux de Ah non, oui. l'indépendance, mais pas, je sais pas, tu vas pas les abandonner, quoi. De l'indépendance, mais Moi, pas de l'abandon. moi, ce que je dis toujours pour clôturer une consultation, c'est lorsque vous aurez passé la porte du cabinet, la consultation n'est pas finie. Je suis là. Mm, Je suis là pour vous à n'importe quel moment. Je réponds aux mails, donc des fois très tôt le matin, très très tôt le matin, comme ce matin, mm. Ouais. c'est 5h30 du matin, je répondais aux mails. Et voilà, c'est comme ça, c'est ma vision de l'accompagnement. Ok, bah franchement c'est top. Et du coup, là on va parler plus vraiment du coup du cancer du sein. Enfin, Mhm. on va plonger dans le sujet parce qu'on était déjà rentré dans le sujet, on va plonger dedans. Euh, du coup, est-ce que tu peux conseiller des gestes du quotidien à mettre en place au moment où on nous annonce un cancer du sein, que ce soit pour protéger sa santé mentale ou sa santé physique, par exemple? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Alors, pour la santé, de toute façon, on ne peut pas dissocier la santé Les 2? mentale et la santé physique, déjà, ça c'est sûr. Alors après, il y a plein de ressources, il y a plein d'aides, parce qu'il y a autant de thérapeutes, il y aura d'aides proposées. Mmh Moi, personnellement, pour ce qui est de l'émotionnel, j'utilise les fleurs de Bach, voilà, les mh. élixirs du docteur Bach, parce que là, on peut identifier vraiment tout plein d'émotions. D'ailleurs, je les identifie déjà lorsque je pose des questions à mes clients. Tout au long en fait de l'entretien, j'ai déjà des points qui vont ressortir, soit des peurs pour soi, peur de la maladie, peur de mourir, tous ces sentiments-là qui font qu'on est des êtres humains, je les identifie et puis en fin de consultation, si les gens sont réceptifs, je leur propose éventuellement de faire une cure de fleurs de Bach qu'on va faire ensemble et on va choisir les fleurs qui vont correspondre à leurs émotions. Voilà, ça c'est au niveau de l'accompagnement émotionnel. Le traitement le plus, commun, au cancer du sein, si ça n'est pas peut-être le traitement le plus courant, c'est la chimiothérapie. Et cette chimio, elle peut être, très, mal vécue, à la fois psychologiquement, mais aussi, physiquement. Est-ce que tu aurais des conseils pour, mieux vivre cette chimio? Et oui, Alors, des petits conseils et des gestes à appliquer. ouais. Alors, effectivement, comme tu dis, c'est souvent quand on apprend cancer du sein, on pense chimiothérapie. Il Oui. n'y a pas que la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie et il y a l'hormonothérapie. Oui. C'est pas tout de suite la chimiothérapie. Ça peut être la chirurgie en premier. Bon, voilà. Déjà, ça c'est pour remettre les choses dans le bon sens. Après, c'est vrai que la chimiothérapie, ça fait peur. On sait qu'on va perdre nos cheveux, à peu près une quinzaine de jours après la première chimiothérapie, les cheveux commencent à tomber. Donc là, émotionnellement, c'est souvent difficile à vivre. Surtout que, en tant que naturopathe, j'ai pas de baguette magique. J'ai des aides, voilà, des compléments alimentaires à base de silicium organique, voilà, qui pourront aider, alors qui vont pas nous faire garder les cheveux, mais qui vont aider pour après à reminéraliser, à recharger l'organisme pour que le moment venu, les cheveux se réinstallent correctement, mais c'est long, mais on le met en place assez régulièrement. Après, on a peur de quoi? On a peur de vomir.
hein, c'est quand même le truc. Donc déjà, d'une, moi, ce que j'ai envie d'insister, c'est qu'il faut faire attention à l'effet nocebo, c'est-à-dire qu'on se dise chimiothérapie, oh là là, je vais vomir. Voilà. Parce que souvent, on pense comme ça, il arrive ça. Hein. Donc, je pense qu'à l'annonce d'une chimiothérapie, il faut se dire, OK, je veux avoir une chimiothérapie, qu'est-ce que je peux faire pour la vivre bien? Donc là, on vient me voir et on évoque tous les petits désagréments, tous les troubles qui vont venir avec la chimiothérapie. Donc, on a dit la perte de cheveux, les nausées, hein, effectivement, les nausées, les vomissements. Bon, voilà. Malheureusement, le panel de solutions est pas très, très grand, en tout cas à ma connaissance, mais je me forme constamment, donc peut-être que ça évoluera, peut-être que j'apprendrai encore d'autres choses en phyto, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait, par contre, de sources sûres, que les tisanes de gingembre râpé, fraîchement râpées, ont un effet sur les nausées. Voilà. Encore faut-il aimer le gingembre, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais avec la chimiothérapie, tu vois, j'y pense là, maintenant, ça me vient. Il y a aussi tout un tas d'autres désagréments qui arrivent, comme les irritations, les gastrites, en fait. Hein. Ouais. Donc, on a des irritations et des sécheresses dans la bouche, dans la gorge, dans l'œsophage, dans l'estomac, l'intestin et parfois jusqu'au rectum, hein, puisque ça peut déclencher des diarrhées. Voilà. Donc, encore une fois, on va remettre en marche tout notre soutien au niveau de ces organes. Bon, là, on va pouvoir mettre en place tout un tas d'outils naturopathiques, voilà, pour protéger, hein, pour venir en soutien, pour faire face. J'aime bien ce mot, pour faire face justement à la chimiothérapie. Après, je sens la question qui va arriver au sujet du jeûne. Oui, c'était le prochain point parce que j'avais beaucoup vu et lu que le jeûne pouvait aider lors d'une chimiothérapie, donc de jeûner un peu avant et un peu après la chimio. Qu'en penses-tu? Alors voilà, donc merci pour cette question à laquelle je ne vais pas pouvoir beaucoup te répondre, puisque très honnêtement, je sortirais de mon fauteuil de naturo si je t'inventais un truc. Je ne suis pas très calée en jeûne, voilà. En tout cas, je ne suis pas très calée en accompagnement du jeûne. Tout ce que je peux te dire de source sûre, sans dire de bêtises, c'est que ce jeûne-là, il peut se pratiquer 24 ou 48 heures avant la chimiothérapie et 24 heures après la chimiothérapie. Ce jeûne est accompagné de boissons. Hein. On boit plus pour ne pas se déshydrater. On boit des tisanes, on boit des bouillons, ça c'est autorisé. On boit des jus, c'est autorisé. La chimio, c'est fatigant. Donc, on ne va pas se rajouter des nausées, enfin des maux de tête, pardon, des vertiges qui seraient dus au jeûne. Donc voilà, moi, c'est à peu près la seule réponse que je peux te donner. Et une autre réponse extrêmement importante, alors là, j'y tiens vraiment très, très fort. Interdiction de couper cette réponse-là au montage. Lorsqu'on met en place un jeûne, avant la chimio et après la chimio, on en informe l'équipe médicale. Ça, c'est très important. Ce n'est pas de la compétence de la naturopathe. Là, vraiment, c'est l'intérêt de travailler du coup en réseau. Et vraiment, on informe l'équipe médicale de notre choix. C'est notre choix. On souhaite tester ça lorsqu'on a une chimiothérapie. On peut le faire, mais on se fait accompagner et on en informe l'équipe médicale. On ne fait pas un truc sauvage dans son coin. Oui. OK? Ouais. Donc voilà. Après, je voulais juste aussi expliquer, parce qu'on en si je pense qu'on le sait, mais on va le redire. La chimiothérapie, ça fait aussi des sécheresses terribles sur la peau. Hein. Des fois, on pense que c'est la radiothérapie, les sécheresses. Non, non. La chimiothérapie, ça sèche aussi énormément la peau. Donc là, le naturopathe a toute sa place, par contre, pour aider à trouver les bonnes solutions, les bons savons, les bonnes huiles pour éviter tous ces désagréments parce que ça tire très fort. Ça fait mal. Une simple douche, hein, simplement l'eau qui ruisselle sur la peau peut faire mal. Donc voilà. Okay. Il y a aussi des douleurs, la chimiothérapie, hein, ostéomusculaire, et il y a une fatigue. Voilà, ça c'est très important. Donc là aussi, on peut en parallèle venir travailler sur la fatigue
très simplement, hein, sans du coup rentrer en conflit avec le traitement lui-même de la chimiothérapie. On peut vraiment accompagner la fatigue très doucement, très tranquillement. Après, si on est fatigué pendant la chimio, eh bien, on s'écoute, on n'est pas une Wonder Woman, on se repose. On le dit aussi, hein, que quand on est en chimiothérapie, lorsqu'on se sent bien, il faut maintenir une activité, ok, parfois professionnelle. Certains employeurs acceptent que les personnes victimes d'un cancer reviennent travailler un petit peu pour garder ce lien, parce que c'est super important de garder ce lien sociétal. Ils ne peuvent pas tous le mettre en place, mais lorsque c'est fait et que c'est vécu correctement, ça peut être aussi une bouée, hein, ça peut être une grande bouffée d'oxygène que d'aller un peu bosser. Voilà. Ouais. Voilà ce que je voulais te dire pour l'accompagnement de la chimiothérapie au niveau naturopathique. Super. Donc, comme tu viens de dire, au niveau naturopathique, on peut vraiment bénéficier donc, d'un accompagnement personnalisé, toujours main dans la main avec la médecine allopathique, bien Bien sûr. sûr. Est-ce qu'on peut bénéficier d'autres accompagnements dont la naturopathie, mais additionnels, par exemple, je pense au magnétiseur, au kiné. Ouais, bien sûr, Est-ce qu'on bien peut sûr. bénéficier de cet C'est même accompagnement? conseillé. C'est même Ouais, conseillé. Voilà. Vraiment, 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 euh, tous ces protocoles qu'on peut mettre en place ne sont pas des protocoles fantômes. Ça existe. Le seul souci, c'est que les gens ne le savent pas ah, ou peu. Voilà. C'est-à-dire que dans les services d'oncologie, alors, vous savez qu'il existe une esthéticienne et vous savez qu'il existe une coiffeuse. Voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on vous dit. Donc, c'est pour ça que moi, je me bats sur les réseaux sociaux pour faire passer le message, pour qu'on redonne toute leur place à ces fameux accompagnements additionnels. Donc, les magnétiseurs ont tout à fait leur place dans l'accompagnement des cancers. Voilà. oui, Les magnétiseurs, ils coupent le feu, hein, et on sait que la radiothérapie, ça brûle. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Les magnétiseurs, quand on a de gros maux de tête ou de grosses nausées, peuvent nous aider. Il suffit d'avoir aussi de connaître le bon magnétiseur. Donc dans ce cas-là, il faut demander, il faut se renseigner. Moi, j'en connais qui travaillent à distance, qui sont extrêmement compétents et enfin voilà, et j'ai des retours ouais. de clientes. Donc je sais la qualité, la valeur humaine de ces personnes qui le font en plus, même parfois bénévolement pour venir en aide. Donc ça c'est beau, ça démontre hein, vraiment Mmh. la beauté de ces gens-là. Donc voilà, les magnétiseurs, c'est top. Il suffit de trouver la bonne personne. Les acupuncteurs aussi, Oui. évidemment. Lorsqu'on a déjà un acupuncteur que l'on connaît, avec lequel on a déjà traité des troubles, pourquoi pas se tourner vers lui une fois de plus. Voilà. Au niveau des nausées, par exemple, eux, ils vont savoir exactement en quel point stimuler. Ils vont même peut-être probablement vous montrer des petits points pour vous auto-stimuler lorsque Mmh. la nausée commence à venir. Moi, je ne suis pas très calée, mais je sais qu'il existe un point sur notre main. Hein, je crois qu'il est entre le pouce et l'index. Mais voilà, on peut aussi du coup bénéficier de conseils comme ça qu'on peut mettre en pratique à la maison. Et ça, c'est quand même bien agréable. Voilà, c'est du moment que c'est encadré, c'est pas farfelu. Voilà. Il Oui, faut juste choisir faut un pas. professionnel qui travaille en réseau parce qu'on est plus fort ensemble. Après, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être les gens doivent se dire oh là là, mais ça va me coûter une blinde tout ça. Il faut quand même savoir que les naturopathes, on peut faire des factures, hein, on n'est pas établi comme ça à la sauvage. Donc, on peut faire des factures pour les mutuelles et les mutuelles, pas toutes, mais certaines remboursent jusqu'à 3 séances. Voilà. Et je sais que c'est exactement pareil chez les magnétiseurs ou chez les acupuncteurs. Mmh. Donc, c'est quand même une démarche qu'il ne faut pas mettre de côté en se disant oh, mais moi, je ne pourrais pas m'offrir ça. Il y a vraiment des naturopathes et des magnétiseurs qui travaillent avec des tarifs extrêmement raisonnables. Et j'en fais partie.
Donc voilà, il faut se le dire et puis surtout, il faut se dire les choses très honnêtement. Parfois, si on ne peut pas payer l'intégralité d'une consultation, eh bien, on donne en conscience. Voilà, moi, ça ne me dérange pas du tout que les gens me donnent en conscience ce qu'ils peuvent. Voilà. Je ne suis pas là pour m'enrichir sur le dos des gens qui sont malades. Voilà. C'est une très belle parole et ça prouve encore une fois ta très belle personnalité parce que c'est pas tout le temps le cas. J'ai personnellement eu affaire à des naturopathes et je peux te dire que c'était pas tout le temps le cas. Je te raconterai en off après. D'accord, avec plaisir. Et du coup, au tout début de l'épisode, on parlait d'alimentation, de l'importance de l'alimentation pendant un traitement de cancer du sein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle alimentation privilégier ou au contraire, quel aliment bannir pendant cette période? Alors là, on pourrait faire un podcast que pour ça. Donc, on va aller à l'essentiel. Il y a 3 régimes, enfin plutôt 2, parce qu'il y en a un qui a 2 noms, mais qui est vraiment très très similaire, qui ont fait leurs preuves. Le régime cétogène, donc vraiment où on a 0 sucre, 0 glucides, qui a vraiment fait ses preuves sur beaucoup de cancers, pas uniquement le cancer du sein. Et puis il y a le régime ou réglage alimentaire, comme je préfère l'appeler, parce que régime ça peut faire peur, crétois ou méditerranéen, ce sont les mêmes. Ce sont des régimes anti-inflammatoires, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer avec ces régimes qu'on va privilégier les fruits et les légumes. Ça paraît bête, mais voilà. Les fruits et les légumes, les céréales entières, les graines, les noix, parce qu'elles contiennent des nutriments essentiels qui vont prévenir les dommages cellulaires. Il faut savoir aussi qu'une bonne consommation de fibres favorise l'élimination rapide des toxines, n'est-ce pas? Et notre idée, notre grande idée de départ, ça va être de limiter l'entrée des toxines dans l'organisme et de favoriser la sortie des toxines. Voilà, une élimination rapide. Moins les toxines vont stagner, mieux on va se sentir. D'ailleurs, ça, c'est valable au quotidien, pathologie ou pas pathologie. Donc ça, c'est très, très important. On va de préférence opter pour des produits bio ou tout du moins pour des produits en circuit court ou locaux. Voilà. Je sais que le bio, c'est aussi devenu très commercial, donc parfois acheter à son petit commerçant qu'on connaît, c'est plus rassurant qu'un produit bio Carrefour qui, lui, aura une provenance un petit peu quand même douteuse, excusez-moi, mais il faut quand même le dire. Donc, voilà. Lorsque tout va bien au niveau intestinal, on va privilégier la famille des choux. La famille des choux, ils sont extraordinaires parce qu'ils éliminent remarquablement bien les excès d'œstrogène. Donc, les choux, on y va à fond. Et on y va à fond sur le brocoli. Le brocoli, on le recommande même presque comme une prescription médicale, en fait, même si on n'est pas des docteurs, pas du tout, loin de là, on reste à notre place. Mais en tout cas, vraiment, on recommande son utilisation ponctuellement, presque 3 fois par semaine, à raison de 100 grammes par jour, parce qu'en fait, il est très riche en indole 3-carbinol, mot que personne ne va retenir, mais en tout cas qui permet d'éliminer l'excès d'œstrogène. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Bien entendu, en cas de diarrhée aiguë, etc., due à la chimiothérapie et l'hormonothérapie, parfois on est obligé de stopper ça et dans ce cas-là, on passe sur un autre régime. Encore une fois, ça c'est du domaine de l'accompagnement. Au fur et à mesure, on voit, on se tient au courant, on se tient informé par mail, par texto et on réajuste à chaque fois que nécessaire. Bien sûr, il y a les caroténoïdes qui sont très importants. Donc ça, on trouve dans tout ce qui est de couleur orange. Donc les carottes, les courges, les citrouilles, les patates douces. Ça empêche aussi la dégénérescence cellulaire. Et moi, je le conseille ça tout bêtement à l'automne. Faites-vous une bonne cure de tous ces légumes. De toute façon, ces légumes-là, ils sont là à l'automne. C'est pas pour rien. La nature est bien faite. Elle a tout pensé pour nous avant qu'on décide de faire venir les papayes du bout du monde en plein hiver. La nature, elle avait bien pensé les choses. Donc voilà. Petit focus aussi sur l'ail, l'oignon, les poireaux qui sont riches en sélénium.
hein, il faut savoir que le sélénium bloque le développement de fameux cancérigènes. Ils ont aussi une haute teneur en soufre, ce qui permet la formation d'enzymes détoxifiantes. Voilà. Donc, si on aime l'ail, l'oignon, on n'hésite pas à assaisonner son alimentation, puisque de toute façon, tous les aromates sont autorisés. Hein, donc, il ne faut pas croire qu'on va passer sur une alimentation toute fade et toute triste. Pas du tout. On peut assaisonner et du coup profiter vraiment pleinement de son alimentation propre. On va remplacer le mauvais gras par des bonnes huiles première pression à froid. L'huile d'olive qui va arriver en top, elle est très connue. Oui. Du coup, dans ce fameux régime crétois méditerranéen dont je te parlais au tout début, l'huile d'olive, elle est super chouette. On l'a choisie de bonne qualité. De toute façon, en règle générale, on l'a choisie de bonne qualité. Et puis, on va faire attention d'avoir le bon apport, oméga 3, oméga 6. Donc, on va quand même varier nos huiles en fonction de nos goûts. Et puis, on fait attention. On prend noix, on prend sésame, on prend olive. Voilà. Mais ça, moi, par exemple, dans mes consultations, je donne un petit réglage alimentaire avec tout ce qu'on a le droit, tout ce qu'on doit limiter et tout ce qu'on doit carrément supprimer, en fait. Hein, donc, on ne part pas comme ça lâché dans la nature. En tout cas, moi, quand j'accompagne, je travaille comme ça. On repart avec un tas de paperasse et puis on a de la lecture et puis on facilite l'autonomie aussi. Hein, du coup. Bien sûr. Donc voilà, on consomme des acides gras essentiels avec des petits poissons gras comme le sardine, les petits maquereaux. Attention aux poissons, j'ai toujours un petit bémol avec le poisson. Quand il est trop gros, quand il est très gros, il est très bien nourri aux pesticides qu'il trouve dans la mer. Donc voilà, du coup, un petit bémol avec les gros poissons comme le thon et le saumon, on fait bien attention à sa provenance. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le régime cétogène, que j'utilise moins, mais qui a fait ses preuves et qui a fait ses preuves aussi dans d'autres pathologies inflammatoires. Donc là, en fait, on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre essentiellement. Hein. Donc, en fait, on leur coupe leur alimentation préférée. Et on a déjà vu des tumeurs régresser rien qu'en faisant ça. Donc, c'est très encourageant. Une fois qu'on a fini la chimio et tous les traitements liés au cancer du sein, on arrive au stade de la rémission. Et du coup, est-ce qu'il y a un protocole à suivre pour améliorer sa santé en général, mais surtout pour éviter des risques de rechute pendant cette période? Ouais, bonne question. En fait, tout simplement, on conserve les bonnes habitudes de vie qu'on avait mis en place. On mange sainement, sur le modèle évoqué avant, méditerranéen ou hypotoxique. On peut garder du coup notre régime cétogène aussi, qu'on a un petit peu évoqué auparavant, en se faisant des petites cures. Par exemple, à la fin de l'été, quand on a fait beaucoup d'excès l'été parce que c'était les vacances, c'était la fiesta. Voilà, pourquoi pas se faire en étant accompagné, une petite cure de 3 semaines de cétogène pour repartir du bon pied. Voilà. Et puis, on fait du sport. Voilà, on se remet au sport. En tout cas, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que même pendant tout le traitement lourd, même au plus lourd qu'il a été, il faut essayer de garder une activité et une mobilité. On a parlé un petit peu du travail, on a dit que c'était bien, mais c'est vrai que le mouvement, c'est la vie, tout bêtement. Donc même quand on est vraiment très, très fatigué ou qu'on n'a pas été bien, essayer de sortir, de marcher un petit peu selon ses capacités, selon ses ressources. Parce qu'en fait, quand on marche, ça envoie des messages à notre cerveau et puis on va se sentir mieux, on va se sentir moins fatigué, on va être dehors, alors on va bénéficier de tout le potentiel de la nature et on va se régénérer aussi comme ça. Donc bon, évidemment, c'est plus difficile. Si on a vomi toute la nuit, on n'a peut-être pas envie d'aller marcher. Mais en tout cas, quand on est bien, parce que dans les chimios, on ne vomit pas pendant 6 mois. Donc pendant les phases où on est bien, vraiment, on prend ce temps pour aller marcher, faire un petit peu d'exercice physique. On oublie le cardio et tous les trucs qu'on pouvait faire avant, bien entendu, mais simplement aller marcher, c'est top. On fait du sport. Alors,
En général, quand on attaque la partie pour parler du sport, je fais appel à ma collègue kinésithérapeute qui, elle, est extrêmement branchée sport parce que moi, je suis pas hyper sportive, mais même, je vous fais une confession, je remédie et je m'y mets doucement à mon rythme. Et puis, je crois que ce qui est surtout très, très important, c'est la notion de progressivité. Voilà, on y va progressivement. On ne contrarie pas sa nature. Si on est comme moi, pas très sportif, ben déjà, aller marcher 3 fois par semaine, ne serait-ce que 20 minutes, c'est déjà bien. De toute façon, tout ce que vous allez mettre en place pour conserver des bonnes habitudes de vie et pour avoir un retour vers la santé et en étant autonome, mais tout ça, ça sera bien. Donc, c'est déjà du bénéfice. Donc voilà. Ok. Et comme tout à l'heure, un peu une question qui se répète, mais est-ce qu'on peut encore se faire accompagner par des professionnels de santé? Je pense par exemple dans le cas où on a eu une ablation d'un sein ou des deux seins. Je sais que c'est courant d'aller chez le kiné pour faire des massages. Oui, ben, Euh, ça tombe bien. On va pouvoir faire le lien entre donc le ouais. kiné que j'évoquais pour le sport et oui, effectivement. Alors ça, c'est mis en place assez facilement parce que par contre, dans les services, ça on vous le dit. On vous dit que il y a des kinés, qu'il existe des kinés qui ils vont vous soulager, ils vont venir travailler au niveau des cicatrices, ils vont venir travailler au niveau de la souplesse. Et par exemple, moi, la collègue avec qui je travaille en réseau, donc elle est formée par RKS, le réseau kiné du sein. Donc c'est quand même une garantie que ces kinés-là sont formés régulièrement. Ils sont au fait des nouveautés, des accompagnements qui existent. Ils sont aussi capables, quand c'est pas de leur ressort, comme par exemple on leur pose une question sur l'alimentation, voilà, ils sont aussi capables de réorienter vers les bonnes personnes. Et ça, c'est super intéressant. Ils s'occupent pas que des cicatrices, du coup, ils aident aussi à réadapter les muscles après l'opération. Parce que bon, faut savoir qu'une reconstruction, c'est un chantier, c'est un gros chantier. Et donc voilà, les kinés, ils sont là pour ça. Euh, En tout cas, nous, notre kiné dans notre cabinet, elle est vraiment là pour ça. Elle est formidable pour mettre en place une relation de confiance. Et ça n'a pas de prix. Voilà, se sentir bien chez son professionnel de santé, voilà, ça n'a pas de prix. Donc, faites attention au choix de votre kiné. Bien, bien regarder qu'il a les compétences pour faire ça. Et d'ailleurs, si c'est un bon kiné qui n'a pas les compétences, il va vous réorienter vers quelqu'un. Voilà. Ouais. Donc, Ouais, bien sûr. voilà, typiquement, ils font partie du parcours traditionnel, les kinés. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, il y a la naturopathe, bien sûr, qui Oui, accompagne, mais la naturopathe, on va dire, elle accompagne vraiment tout au long de la vie, en fait. Enfin, on l'avait dit ouais, tout à l'heure en off, mais c'est vraiment quand il y a un besoin d'équilibre qui se fait ouais, ressentir. c'est ça. Ouais, Faut ouais. pas Oui, hésiter oui. à. Dès qu'on a, en fait, si tu veux, le corps humain, il n'est pas programmé pour avoir des déséquilibres. Quand on naît, Mm, c'est quand même assez rare qu'on ait des déséquilibres. On n'est vraiment pas programmé pour ça. Et puis la vie, voilà, comme on l'a dit aussi, comme pour le cancer, c'est plurifactoriel. Il y a tellement d'éléments à droite, à gauche qui viennent perturber cet équilibre. Alors notre corps, il est cap très longtemps de gérer tout ça et de rééquilibrer la balance pour qu'on soit toujours dans le droit chemin. Et puis un jour, il y arrive plus. Et ce qui est bien, c'est quand on peut agir avant, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on commence à avoir un petit déséquilibre, là, c'est bien d'aller consulter son naturo, voilà, pour pas tomber dans la maladie. En fait, nous, on a plus envie d'avoir des gens en santé qui veulent être encore plus en santé, plutôt que euh, de récupérer, voilà, des gens qui ont été tellement mal, qui se sont tellement laissés bouffer par le stress, par la vie, par tout, et qui développent des cancers et qui du coup se disent ah mais ouais il y avait ça, j'aurais pu faire ça. Donc mm. voilà, les naturopathes on aime bien arriver avant qu'il y ait le gros clash. Comme ça, on rééquilibre les petites carences, on fait sortir les toxines et hop, on repart du bon pied, on donne les conseils nécessaires pour que les gens soient autonomes et c'est quand même mieux. Voilà, Oui, c'est quand même mieux. Mais on est là aussi pour les gros clashs et heureusement, oui, il en faut. il en faut. Voilà.
Super, merci beaucoup Karine pour toutes ces infos. Du coup, je mettrai bien en description ton Instagram, ton site internet, où tu relayes vraiment plein d'informations, plein de conseils sur divers sujets et aussi toutes les causes pour lesquelles tu milites, notamment liées à la femme. Donc merci beaucoup et puis à très vite. Merci beaucoup, à très vite. À très vite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Karine sur sa page Instagram @karinemerle-naturopathe, sur son site internet karinemerlenaturo.wixsite.com ou encore sur Facebook sur la page santé-équilibre-naturopathie. Tous les liens seront en description du podcast. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou sur Instagram @osebougem. À très vite!